Bonjour Driss Aït Youssef, vous allez Bonjour, bien? très bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes le président de l'Institut Léonard de Vinci et vous êtes docteur en droit public. Je raconte de façon très transparente la façon qui a motivé cette interview. Je vous vois très souvent sur les plateaux télé, on s'y croise aussi. Et il y a dans le synthé souvent inscrit spécialiste en sécurité intérieure. Donc nous allons parler tout à l'heure de la sécurité intérieure, mais d'abord vous êtes à la tête d'un énorme institut de formation et je voudrais qu'on en parle parce que la formation c'est important et la sécurité aussi, mais vous n'êtes pas que ça. Alors qu'est-ce que l'Institut Léonard de Vinci qui a été Alors, créé en 2002? en 2002, voilà, absolument. Donc l'Institut Léonard de Vinci, c'est à la fois un organisme de formation continue, mais également un établissement d'enseignement supérieur. Donc on a deux grandes activités, formation continue avec trois pôles de compétences, la santé, le management et le digital. On est sur des formations de niveau 1 qui correspondent aux attentes du monde économique. Alors on est dans des spécialisations très fortes, par exemple l'audit, le contrôle de gestion, les bâtiments intelligents, la direction des établissements de santé, le e-marketing, le e-business, l'intelligence artificielle, le développement durable également. Donc on est vraiment dans une spécialisation très forte. Et aussi d'autre part un établissement d'enseignement supérieur qui est l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui est la plus ancienne école du digital en France, voilà, et qui forme sur tous les métiers du digital, en tout cas à peu près tous les métiers du digital. Il y avait le jeu vidéo, l'animation 3D, le social media, le e-business, game production, le développement web mobile, etc. Donc ça fait à peu près 2300 apprenants et étudiants par an. Donc c'est effectivement un bel organisme de formation et d'enseignement supérieur. Et on peut parler des métiers d'avenir, quand on parle d'intelligence artificielle, de formation quasi obligatoire aujourd'hui, en tout cas d'avoir une appétence et une sensibilité pour ces formations est assez importante pour l'avenir, pour les enjeux de l'emploi. Absolument, étant entendu que vraiment on le fait pour les entreprises qui nous accompagnent, par exemple sur l'intelligence artificielle que vous venez de citer. On a aujourd'hui beaucoup de formations en intelligence artificielle, mais plutôt d'écoles d'ingénieurs. Donc l'intelligence artificielle, on sait que c'est un algorithme avec de la donnée, donc on met tout ça et on sort des informations qui permettraient demain aux managers de prendre des décisions. Seulement, beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire l'intelligence artificielle. Ça fait peur. Et ça fait peur. Et vous avez beaucoup de managers qui ne savent pas ce que c'est. Et pourtant, l'intelligence artificielle va bouleverser, est en train de bouleverser et va continuer à bouleverser demain beaucoup de métiers. Ça part de tout ce qui est les avocats, enfin le juridique, la médecine, sur l'analyse à un moment donné de marché, etc. Donc il faut à un moment donné permettre à des chefs d'entreprise ou à des managers de comprendre de quoi il en ressort et de voir comment l'intelligence artificielle peut avoir un impact dans leur secteur. Et ensuite, les préparer à appréhender au mieux l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc on est très loin finalement de la formation d'ingénieur où on va apprendre à des gamins à coder, mais là on est plutôt à préparer le chef d'entreprise et de l'intégrer de façon à mieux diriger son business. En tout cas, à prendre en considération l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on fait un peu au quotidien à l'Institut Léonard de Vinci. C'est pour ça qu'on dit on fait avec et pour le monde économique. Et au fond, on s'est fixé comme stratégie, comme but, non pas de déployer des formations comme le font beaucoup d'entreprises ou d'organismes de formation, mais c'est de dire des métiers de niche ou des métiers nouveaux. Des métiers de niche et des métiers dont on aura toujours besoin dans une entreprise. L'audit et le contrôle de gestion, ça fait des années, je pense qu'on aura encore besoin, demain et après-demain, d'auditeurs ou contrôleurs de gestion. Puis après, c'est des métiers nouveaux, je viens de citer l'intelligence artificielle, j'ai aussi le management de la sécurité des données numériques, donc c'est aussi quelque chose dont on a besoin de protéger la donnée dans l'entreprise. Le patrimoine immatériel, c'est important. Diriger des établissements de santé, on voit bien que le vieillissement de la population, même si on réfléchit de plus en plus sur le maintien à domicile, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus des EHPAD, des SSR, des maisons de retraite. Donc il faut pouvoir à un moment donné avoir des managers pour justement diriger ces établissements, qui ne soient pas que des médecins, parce que le médecin, on ne lui apprend pas à diriger une clinique ou un centre de santé. Donc ça fait partie des métiers que nous proposons, en tout cas des formations qui débouchent sur des métiers. Et la formation, c'est très important en France parce que c'est un des budgets, voire le budget le plus important de l'État. Et pourtant, il y a un flou total sur cette idée, des idées reçues où on a le sentiment que la discrimination se joue souvent par l'ethnie ou les racines, alors qu'au fait, si nous n'avons pas de formation, ça c'est important de le rappeler, mais je veux surtout votre avis là-dessus, nous sommes d'abord discriminés si nous n'avons pas la formation adéquate pour atteindre l'emploi, et encore plus dans des métiers nouveaux où l'emploi va être un peu chamboulé par des technicités assez différentes. Oui, vous avez deux indicateurs qui permettent d'abonder dans votre sens. Aujourd'hui, effectivement, le budget formation en France est un budget qui est relativement important
dans la mesure où les entreprises, elles cotisent de par ce qu'on appelle le 1% régalien. Donc Mhm. chaque entreprise, en fonction de sa masse salariale, donc elle va cotiser auprès, donc elle va verser un budget auprès de ce qu'on appelle un OPCA, demain un OPCO, qui est une espèce de caisse, un organisme qui va justement accompagner ou faciliter l'intégration des salariés dans une entreprise ou encore le recrutement par nombre de demandeurs d'emploi au travers d'une formation. Donc ça, c'est la première donnée qui est extrêmement importante. Ça représente plusieurs milliards. Et l'autre donnée importante, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'offres d'emploi. Mhm. On dit souvent beaucoup d'offres d'emploi, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à rapprocher l'offre et la demande? Oui, Mais bien parce qu'à un moment donné, vous avez des offres d'emploi qui sont de plus en plus qualifiées. oui, Et puis enfin, c'est vrai que vous avez des demandeurs d'emploi qui le sont depuis maintenant quelques temps, beaucoup trop longtemps, pour pouvoir à un moment donné avoir cette passerelle oui, vers le retour à l'emploi. Ça peut se faire par le biais de la formation, mais encore faut-il que la formation, elle elle soit corresponde adéquate. exactement, elle corresponde bien à ce qu'attendent des entreprises. Et là, c'est vraiment la grande tarte à la crème du moment. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'organismes de formation, hélas, qui proposent des formations qui ne sont pas adaptées à ce qu'attendent des entreprises. C'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui pas mal de dispositions, par exemple la loi sur l'avenir de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mhm. qui quand même met un sérieux coup d'accélérateur sur la nécessité de faire vraiment correspondre les formations avec ce qu'attendent vraiment les Les entreprises. entreprises. Donc, notamment avec de la certification, Mhm. notamment avec la possibilité demain pour des salariés ou pour des demandeurs d'emploi de noter la formation directement via une application, un peu comme une espèce de TripAdvisor de la formation. Donc ça, je D'accord. pense que ça peut être utile à la condition qu'il y ait toujours de l'objectivité. Donc ce sont ces deux données qui Mhm. permettent effectivement d'amender dans votre sens en disant oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la première des inégalités, c'est de ne pas avoir une Mhm. formation qui permettrait à un moment donné d'avoir cette passerelle et d'intégrer le monde économique. Et puis dans le même temps, bah, je fais un lien évidemment avec le sujet lié à la sécurité. On voit bien que la formation, l'éducation, la formation c'est extrêmement important parce que plus évidemment le niveau de qualification est bas et plus on a des individus qui sont perméables aux tests, complotistes, obscurantistes. Oui. Et ça c'est un vrai sujet dont le gouvernement doit à un moment donné pouvoir s'emparer parce que c'est un sujet très 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 important. Très important. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours à peine, même je crois même oui, jeudi, sur l'idée que nous sommes, enfin les Français sont 3 sur 4 à être attirés par le vote contestataire. Et quand on décèle un petit peu les chiffres, on se rend compte qu'en effet ceux qui n'ont pas de formation sont attirés, et les jeunes, attirés par le RN pour 2022. Ça rejoint exactement ce que vous dites sur cette idée qu'il faut se former pour être au courant et être un acteur très actif de la société. C'est se sentir inclus en fait. Et ça passe par l'emploi et par la formation. Oui, et pour prolonger ce que vous dites, il n'y a même pas de catégorie, j'ai envie de dire, sociale ou culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça touche évidemment l'individu qui est au fin fond de la Creuse et qui Mm. considère que la formation ou l'enseignement n'a pas été jusqu'à chez lui, ou qu'on ne lui a pas permis à un moment donné, qu'on ne lui a pas donné la chance à un moment L'accès. donné d'avoir accès à des études, y compris des études supérieures, et qui fait qu'on a évidemment, effectivement, ou hélas, un niveau de connaissance qui n'est pas suffisant, qui ne permet pas de doter l'individu d'un antidote contre, encore une fois, ces thèses complotistes, obscurantistes et antisémites. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un véritable enjeu, y compris dans les quartiers populaires, quand on regarde, on Mhm. voit bien, on disait, moi de mon temps, ça fait des années que je travaille sur le sujet, on disait, mais au fond, la déscolarisation, c'est l'antichambre de la délinquance. Bon, on pourrait parfaitement traduire différemment les choses et dire aujourd'hui, la déscolarisation, Oui. c'est l'antichambre de la radicalisation. Oui. Et on voit bien que la plupart de ceux qui commettent des attentats dans notre pays, selon l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterrorisme, ont entre 26 et 27 ans et qui sont peu ou pas diplômés. Oui. Et donc, ce sont des primo-délinquants. Donc, voilà. Donc, encore une fois, on a quand même des éléments qui nous permettent à un moment donné de préparer notre société, à la fois, ou en tout cas une génération, à avoir une véritable identité. Mhm. Et cette identité ne pourront l'avoir que si à un moment donné, il y a un socle de connaissances minimal pour pouvoir être un peu dans la critique constructive. C'est-à-dire que Constructive. j'ai une information qui me parvient via un réseau social où on considère que, évidemment, c'est toujours la même tarte à la crème, que les juifs, c'est un complot interplanétaire. Quels sont les éléments que j'ai pour pouvoir démonter cela? Et ça, je pense que c'est important parce qu'une société qui, en définitive, un peu ignore un peu l'histoire qui est la sienne, son Mm. identité, c'est une société qui, au fond, se perd. Ah, complètement, je souscris totalement. On va en effet parler de sécurité. La semaine dernière et il y a enfin, à peu près 15 jours, nous vivons un petit peu
dans un petit flou artistique concernant la sécurité. Ça a commencé avec l'attentat à la préfecture et puis dans un tout autre genre, la police écossaise qui donne des informations bien trop rapides et l'AFP à 21h01 annonce que Xavier de Ligonnès est arrêté pour finalement 24 heures après se dédire. Bon. Il y a justement une fausse piste sur cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez sur est-ce que, d'après vous, ça vient de la police écossaise, maintenant on s'en rend compte, mais le regard sur les médias, la façon dont on traite l'information et dont la police nous propose ces informations, quel est votre regard de spécialiste de sécurité sur cette, j'ai pas envie de dire bêtise, mais ni incompétence, enfin c'est étonnant, c'est inédit presque. Oui, J'ai pas de mots du coup. Oui, c'est pas ce qu'elle a dit. Moi, je pense plutôt à une responsabilité partagée. Je pense qu'on ne peut pas jeter la patate chaude à la police écossaise. Je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, une erreur dans le fait de relayer une information peut-être de manière trop prématurée. Voilà, on a des process qui sont des process extrêmement clairs. D'abord, le début de l'histoire, si vous voulez, une autopsie de cette affaire, et qu'il y a une information qui parvient en disant, bon voilà, on a un individu avec un faux passeport qui a été arrêté en Écosse et les empreintes digitales font correspondre à Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, moi j'ai cette information, un faux passeport, d'abord ça doit éveiller les soupçons. Parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de se balader avec un faux passeport, sauf à avoir un vrai faux passeport. C'est-à-dire qu'un passeport qui est délivré par une entité bien particulière et qui permet à l'individu de voyager sans se faire prendre. Bon, le faux passeport aujourd'hui, surtout si vous collez une photo derrière, le passeport il est déclaré, ça check, surtout si vous partez de Roissy, on a quand même un système de sécurité qui est quand même assez performant. Déjà, vous avez là pour le spécialiste des questions de sécurité, il y a un premier doute. Puis ensuite, après, vous avez une autre information qui est totalement contradictoire et qui dit, bon, on a fait les empreintes digitales et ça correspond tout à fait à l'individu que vous recherchez. Bon, là, on se dit, si les empreintes digitales, ça match. Sauf que c'est méconnaître finalement les empreintes digitales, parce que je crois que vous avez 12 ou 13 points. Il faut que ça corresponde, il faut qu'il y ait 13 points correctement. Si vous avez 5 points, ce qui était le cas, là, ce qui était le cas, vous avez quand même un sérieux doute sur l'identité de l'individu. Mais passons, il faudrait ensuite faire ce qu'on appelle un prélèvement ADN pour pouvoir, à un moment donné, avoir une confirmation à 99,9%, voire 100%, que c'est bien l'individu qui est recherché. Et là, en l'absence, à un moment donné, de résultats, parce que le prélèvement ADN a été fait, mais en l'absence de résultats définitifs, on ne peut absolument rien annoncer. Donc ça a été relayé par un certain nombre de fonctionnaires de police qui pensaient plutôt bien faire en disant oui, a priori si on leur pose une question, mais a priori si les empreintes correspondent, c'est que c'est lui, on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas lui, quoi. Donc, et puis ensuite, y compris des policiers qui ne sont pas forcément dans la brigade précise, qui est la brigade de recherche des fugitifs, qui est presque la seule à un moment donné à l'habiliter. Enfin, en fait, chacun donne son avis sur le sujet. Et donc, du coup, vous avez des journalistes qui sont dans beaucoup de rédactions et qui ont contact avec beaucoup de policiers et qui veulent sortir une information et qui sortent cette information en disant c'est fini, c'est lui, la une du Parisien, etc. Donc, voilà, donc après effectivement, ça s'emballe. Au bout de 24 heures, on commence à avoir quand même de sérieux doutes et puis le doute commence à s'installer de manière très très sérieuse et puis la confirmation arrive selon laquelle ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Donc là, c'est évidemment marche arrière. Vous avez les plus cohérents, les plus honnêtes qui disent voilà, écoutez, on s'est trompé, il faut qu'on se réinvente, mais il faut qu'on fasse attention la prochaine fois à l'emballement, etc. Puis vous avez ceux qui rejettent la responsabilité sur d'autres et finalement qui n'est pas la meilleure des manières à un moment donné de faire son mea culpa. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où l'individu, pas les journalistes, ils sont là aussi parce que vous avez derrière des gens qui veulent cette information. Une affaire, non pas qui a passionné tout le monde, mais qui a intéressé à un moment donné, qui continue à intéresser les Français. Vous avez eu des pics d'audience sur des chaînes de télévision en continu au moment où on a annoncé l'arrestation entre guillemets de l'individu, et les Français veulent une information tout de suite, la vérité tout de suite, maintenant. Donc sans attendre les vérifications. Donc c'est aussi ça, c'est aussi la société dans laquelle nous sommes, qui conduit ou qui impose aux journalistes à un moment donné de donner une information rapide, même si quelquefois elle n'est pas vérifiée. Donc, et on l'a vu, ça nous hélas rappelle, aussi, Monsieur Castaner avec la préfecture, totalement, je vais faire le lien directement. On fait évidemment la meilleure des transitions avec un ministre de l'Intérieur qui, sans attendre, on lui donne des informations et il sait qu'il est attendu au tournant, donc les Français veulent savoir ce qui se passe. On est dans la société de l'immédiateté, il faut que je donne des informations pour assurer, on n'est même plus presque dans la compassion, on est dans l'information, voilà ce qui se passe. Or, on sait bien que sur une affaire comme ça,
ou en tout cas sur un attentat à caractère terroriste islamiste, seul le procureur de la République, qui est saisi, à défaut du parquet national antiterroriste, ne peut communiquer sur l'affaire, parce qu'on est dans le cadre d'une flagrance, l'autorité judiciaire est saisie. La précipitation du politique, et évidemment, encore une fois, elle démontre ce besoin d'informer à outrance, à même outrance. si on n'a pas toutes les informations. Et justement, ce besoin d'informer à outrance. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à travers ce qu'on a vécu avec la préfecture de police, je me suis rendu compte que peut-être nous étions un peu dans la méconnaissance de ce qu'était la sécurité et de comment ça fonctionnait et les différents corps de police. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit 3 points sur voilà, la différence entre police administrative, police sécurité, quand on dit le sein des seins de la préfecture de police, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui est notre police? Voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez sur le territoire qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes dans les Hauts-de-Seine, qui est aujourd'hui organisé ou régi par la préfecture de police de Paris, vous avez évidemment des directions, une dizaine de directions. C'est ce qu'on appelle la sécurité publique, au travers de ce qu'on appelle de la DOPC, la direction de l'ordre public et de la circulation, et la direction de la sécurité de l'agglomération parisienne. Ce sont ces policiers, en définitive, que vous voyez sur la voie publique avec leur uniforme ou dans des commissariats, ou alors ceux qui patrouillent avec des véhicules quelquefois banalisés ou souvent avec des véhicules sérigraphiés. Ça, c'est la sécurité publique. Ils sont là, ils font dans la prévention, c'est pour ça qu'ils sont sur la voie publique. Ils interviennent régulièrement dans le cadre de ce qu'on appelle de la flagrance, c'est-à-dire lorsqu'un crime ou un délit vient de se commettre pour essayer d'en appréhender l'auteur. Et puis vous avez d'autres brigades au sein de la préfecture de police qui sont des brigades, on va dire, par exemple, des stupéfiants, la brigade criminelle, la section antiterroriste, qui sont là pour des brigades de police judiciaire. Et là, ils ont un rôle qui est très particulier, c'est de réprimer les atteintes aux biens et aux personnes. C'est quoi la répression? Elle est toujours confiée à ce qu'on appelle l'autorité judiciaire, dont dépendent ces policiers et qui sont là pour enquêter. Ils ont des pouvoirs très particuliers, ils sont officiers de police judiciaire, ils sont assermentés, et donc ils vont enquêter au travers d'une commission rogatoire, c'est-à-dire que le juge judiciaire va leur donner des pouvoirs pour aller prendre en filature, pour écouter les individus qui sont suspectés d'avoir commis un crime ou un délit, en gros, qui ont des pouvoirs d'enquête un peu plus élargis. Et donc, c'est vraiment la différence entre les deux, parce que c'est vrai qu'on a d'un côté la sécurité publique et de l'autre côté la police judiciaire. Ce sont, c'est vrai, deux mondes assez méconnus, à tel point que aujourd'hui, on voit bien que quand on parle de la police, on ne sait pas bien si on parle de la police judiciaire ou de la sécurité publique pour ceux qui manquent de moyens ou pour encore les policiers qui se suicident. Et toute la difficulté, c'est à un moment donné d'avoir, y compris pour le politique, d'avoir un vrai raisonnement sur ce qu'il convient de faire pour essayer de faire en sorte que la maison de police aille mieux demain. C'est-à-dire essayer de rééquilibrer quelquefois un budget. Alors, c'est tant mieux si la police judiciaire a bénéficié ces dernières années de renforts considérables sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan financier, parce que la menace que nous vivons, que nous traversons maintenant depuis de nombreuses années, elle fait qu'effectivement, il faut pouvoir staffer les services antiterroristes. Et dans le même temps, ça ne s'est pas fait sans mal, puisque on a quelquefois pris à l'un pour donner à l'autre. Et donc, effectivement, les plus mal lotis, ce sont évidemment les policiers de la sécurité publique, qui on voit bien dans des commissariats assez vétustes, quand vous avez une plainte, pas de véhicule ou des véhicules qui sont à réformer. Aujourd'hui, par exemple, on compte dans le parc automobile de la police environ 1000 véhicules qui doivent être réformés, qui ne le sont pas. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, ce sont des véhicules dangereux qui sont encore à la disposition des policiers, des gendarmes également. Et on voit bien que la difficulté, c'est, y compris quand un individu, donc ça altère la relation entre le citoyen et sa police, parce que la police est un service public de la sécurité. Et donc on voit bien, lorsqu'un individu va au commissariat pour déclarer une agression, pour déclarer un vol, on voit bien qu'il patiente des heures interminables parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. Donc c'est là où on a un lien qui est distendu entre la police et sa population, la population, et qu'il faut pouvoir à un moment donné renouer. Alors pas avec des grandes déclarations, mais avec des moyens qu'on va donner aux policiers pour pouvoir assumer correctement leur mission et pour prendre des initiatives, y compris en matière de la politique du chiffre. On sait bien que la politique du chiffre, quelquefois, c'est un peu incompatible avec la nécessité pour la police de faire de la pédagogie et de pouvoir avoir une marge de manœuvre pour pouvoir aussi accompagner le citoyen dans une démarche, encore une fois, pédagogique. Donc police administrative, police judiciaire ou sécurité publique, police judiciaire, ce sont au fond deux polices qui sont complètement des filières différentes, des métiers complètement distincts et avec des passerelles quelquefois un peu compliquées. Lorsque vous faites de la sécurité publique, vous n'allez pas spécialement dans la police judiciaire, c'est pas le parcours normal. Il n'y a pas de passerelle automatique. C'est pas si automatique que ça. Lorsque vous êtes par exemple dans un commissariat, vous pouvez demander d'aller dans un autre commissariat. C'est plus compliqué pour vous de dire je vais en police judiciaire
dans une section antiterroriste. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Très bien. On entend le chiffre de 59 attentats déjoués c'est la dernière année. Justement, les moyens qui sont alloués à cette section sont plus importants, comme vous le disiez tout à l'heure, et auront tendance à grossir ou vont stagner, ou est-ce que les 59 attentats tiennent du miracle quand on voit ce qui s'est passé à la préfecture et que finalement cet endroit paraît un peu désuet, un petit peu hors temps. Il y a quelque chose comme ça, il y a un questionnement que j'ai. Oui, alors d'abord, je pense que sur les menaces qui ont été déjouées par les services de police et de gendarmerie, qui participent aussi à la lutte contre le terrorisme par un travail de renseignement qui commence vraiment à porter ses fruits, il faut le souligner. C'est parce qu'il y a une vigilance qui est toute particulière et qu'il y a une meilleure circulation de l'information entre les différents services de renseignement, même si je considère qu'on peut aller peut-être encore un petit peu plus loin. Ce qui ne veut pas dire que la menace est définitivement stoppée. On le voit bien avec ce qui s'est passé à la préfecture de police. Néanmoins, on constate qu'on est passé de ce qu'on appelle une menace exogène à une menace endogène. Et la menace exogène, c'est une menace qui viendrait de l'extérieur, projetée à partir d'un théâtre d'opération terroriste extérieur en France. C'est classiquement les attentats du 13 novembre. Bon, ça, la probabilité pour que ça se repasse aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle elle est inexistante, mais elle est moindre parce que les individus sont repérés, il y a des systèmes du criblage de contrôle, il y a du criblage, puis il y a des systèmes de contrôle dont on ne sait rien d'en parler, mais en tout cas on a des services de renseignement intérieur et extérieur avec une coopération internationale et une coopération européenne qui fait que la probabilité pour passer entre les mailles du filet, elle n'est pas inexistante, elle est fine. Bon, mais ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se reproduire demain. En revanche, la menace endogène, c'est cette menace qui vient de l'intérieur, et ce sont souvent des individus qui sont presque sous le radar et qui ne sont pas identifiés, ou qui ont été identifiés mais ne présentant pas une menace, qui sont pas connectés avec une organisation terroriste ni avec des donneurs d'ordre, et qui vont du jour au lendemain commettre l'irréparable. Et c'est celle-là la menace aujourd'hui la plus importante que nous avons à faire. D'ailleurs, depuis le 13 novembre, la plupart ou la quasi-totalité des terroristes ne se sont pas rendus dans un théâtre d'opération terroriste extérieur. Quelquefois, ils ont essayé, mais d'autres non. On voit là où je voulais à Nice, bon, on a encore aujourd'hui pas des inquiétudes, mais des interrogations sur son appartenance à l'organisation terroriste d'État islamique. Donc c'est pour dire que cette menace endogène, elle est aujourd'hui très très présente, et c'est la plus... j'ai envie de dire, pour moi, c'est la plus importante. Vous voyez, quand on prend le FSPRT, le fichier de signalement pour la radicalisation et de la prévention du terrorisme, vous avez, on dit 22 000, 23 000 noms. Ce sont la plupart des individus qui sont fichés S. Fichier S, c'est un outil de travail qui permet aux services de renseignement, aux services de police, de pouvoir suivre un peu à la trace. Lorsque vous êtes fichier S et que par exemple vous êtes appréhendé pour un contrôle routier, bon, bah, il y a une conduite à tenir et on renseigne sur quelle voiture, avec qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, vous allez dans quelle direction, etc. etc. Et dans le même temps, on voit qu'avec ça, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir détecter ceux qui sont vraiment dans le bas du spectre. Sur les 21 22 000, vous avez 4 500 qui posent un vrai problème. D'accord. Ça, les services de renseignement, la DGSI, d'autres sont vraiment là-dessus, avec des techniques d'investigation aujourd'hui assez poussées. Le reste, ce sont des gens qui pourraient passer à l'acte du jour au lendemain. Mais dont on n'a aujourd'hui aucune raison de penser cela. C'est-à-dire que ce sont des individus qui sont radicalisés, mais qui n'ont pas prévu de passer à l'acte. Et puis, on ne le sait pas bien encore. Vous avez celui qui a considéré qu'il fallait qu'il se radicalise. L'auteur classique à la préfecture de police de Paris, rien ne pouvait laisser présager qu'il allait passer à l'acte ce jour-là. Ça faisait 13 ans qu'il était dans ce service. Manifestement, ça fait plus de 10 ans qu'il a entamé sa conversion. Ça fait depuis au moins 2015 qu'on sait qu'il est radicalisé. Pourquoi il n'est pas passé à l'acte en 2016, 2017 ou 2018 ? Exactement. Pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que... l'élément déclencheur. Quelles sont les motivations ? Et c'est ce que devra déterminer l'enquête. Donc c'est pour dire que cette menace, qui est une menace un peu endogène, lui, l'individu, mis à part le fait qu'il fréquentait une mosquée salafiste, ce qui est déjà beaucoup, est-ce qu'il y avait des signaux faibles ? Oui, tout à fait. Le fait qu'il ne refuse pas à serrer la main à une femme, alors on avait des informations qui sont contradictoires aussi. On a d'autres informations de la part de collègues qui disent bah non, il a fait la bise, ou il fait la bise à quelques femmes, etc. Est-ce que c'est pour mieux dissimuler sa radicalisation ? Ça sera à l'enquête de le déterminer. Mais
Tout ça pour dire que les choses ne sont pas Si simple que ça. si simples que ça pour des individus qui pourraient passer à l'acte du jour au lendemain. Donc la principale menace est une menace endogène Endogène. aujourd'hui. Très bien. Et la dernière question, évidemment, qui est plus que d'actualité, c'est je voulais savoir quel est votre avis sur cette phrase, société de vigilance. Comment l'avez-vous compris de la part du président de la République? Moi, je trouve que on vit déjà dans une société de la vigilance depuis maintenant de nombreuses années, à tel point que lorsque vous prenez les transports en commun, que ce soit l'avion, le train, le bus, on vous dit régulièrement faites attention, des bagages abandonnés, merci de Mm. nous le signaler. Et globalement, les Français le font de manière très très spontanée, y compris maintenant depuis 2015, on a un regain de vigilance de la part de nos concitoyens. Lorsque, par exemple, il y a des comportements un peu suspects. Il y a d'ailleurs eu un attentat probablement déjoué avec un appartement qui servait de laboratoire de confection de TATP, cette matière très très explosive. Mais dans le même temps, la société de vigilance, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas une société de la suspicion, de la Mhm. délation. Et dans le même temps, il faudrait rappeler aux politiques quelles sont ses responsabilités. C'est-à-dire que le politique aujourd'hui, il ne peut pas être que dans le déclaratif. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons vigilants. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait des actes derrière. Ouais. Et ce qu'on attend du politique, c'est qu'il prenne des actes forts derrière. Et je pense que dans les actes que le politique pourrait poser de manière très concrète, c'est finalement essayer de comprendre ce phénomène. Mm. Si on ne comprend pas ce phénomène, finalement, je pense qu'on se ferme la porte à une analyse de fond et proposer des solutions concrètes pour que ça se résorbe. Quelle est l'analyse de la situation que moi, de ma fenêtre, je peux en faire? On a depuis maintenant des années des individus qui sont nés sur le territoire de la République, parce qu'il faut bien l'admettre, ce ne sont pas les Chibani qui posent un problème pour l'ordre et la sécurité Mhm. publique. Ceux qui sont venus dans les années 40, 50, Mm. soit pour participer à la libération de la France, et puis derrière pour participer à la reconstruction de notre pays. Ceux-là n'ont jamais posé un problème pour l'ordre et la sécurité publique. Ils ont d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, fait l'objet de ratonnades sur Paris, et ils ont toujours pratiqué un islam soluble dans les valeurs de la République, jamais grillé de feu, etc. On a eu une deuxième génération derrière, que moi j'appelle la génération que les gens appellent malencontreusement la marche des beurs. Ce n'est pas la marche des beurs, c'est la marche pour la liberté et l'égalité. C'est une génération née dans des quartiers populaires, fils d'immigrés qui finalement avaient un slogan. C'était nous ne sommes pas des Français mais à part entière et nous voulons participer à la vie politique, la vie publique de notre pays parce que ce pays au fond nous l'aimons. Je pense que ce signal a mal été entendu, ou en tout cas elle a été pour partie, en tout cas instrumentalisée par un gouvernement. Et puis ensuite, il y a eu la génération ni pute ni soumise, qui était une génération assez spontanée sur finalement, il faut que la femme, dans un certain nombre de territoires, y compris les quartiers populaires, puisse s'émanciper. Mhm. Donc c'était un mouvement, moi j'ai accompagné à titre un peu personnel, parce que c'est un mouvement qui avait sa légitimité, et je pense que c'est l'émancipation de la femme, c'est quelque chose de très bien dans notre pays. Et puis, hélas, on a eu ensuite un formidable retour en arrière, euh, avec soit des individus qui auraient pu prolonger ce combat de cette appartenance à une nation, ce qui fait notre identité, par nous ne sommes pas français, on ne se ressent pas comme français, on n'est pas considéré comme français, on appartient plutôt à une communauté culturelle plus qu'à une communauté de Mm. destin qui est la communauté nationale. National. Et ça, on l'a vu, on a commencé à le voir dans les années 90-2000, et puis là, on l'a vu de manière un peu plus prégnante avec des individus qui sont nés sur le territoire de la République, qui ont pour certains d'entre eux fréquenté les écoles de la République et qui ont fait un choix, c'est de se retourner contre leur pays en quittant Mm. le territoire pour aller dans un théâtre d'opération terroriste extérieure et revenir plus tard pour commettre des attentats absolument abominables. Ça, c'est... si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que les mosquées, quelquefois les plus radicalisées, sont tenues par des jeunes, Mhm. si on ne comprend pas, si on ne fait pas ce constat de manière lucide, quitte à un moment donné à prendre ses responsabilités, mais l'objectif, c'est pas de dire vous avez tort, vous avez raison. Ouais. Non, c'est d'avoir un constat partagé. Et de ce constat, ben, on se met en perspective sur qu'est-ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, on puisse un peu renouer, non pas le dialogue, mais qu'on puisse essayer de faire France ensemble. Ouais. Ouais, France ensemble. Exactement. Ce sont ces convictions que nous devons partager, une communauté de destin, quelles que soient les origines culturelles ou sociales de chaque individu, chacun est ce qu'il est, mais dans une communauté où la République et ses valeurs priment Prime. sur toute autre considération personnelle.
Et ça, il faut mettre des moyens, on en a parlé, c'est l'éducation. L'éducation. C'est l'éducation. Moi, je regrette, à titre personnel, la suppression du service militaire parce que ça permettait aussi à chacun de se réveiller le matin sous le drapeau et de, quelquefois, quelles que soient les origines pour le coup géographiques, de dire, ben voilà, on vient d'horizons complètement différents, ben on est là, on partage pendant des mois, 10 mois, on partage un destin commun, c'est celui de l'effort, c'est celui des forces de la patrie, etc., etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, à la fois, soudait les Français, et je pense qui aussi donnait un cap aux gens. Ouais. Ça donne un cap aujourd'hui. Aujourd'hui, la société de consommation dans laquelle nous sommes, Oui. c'est une société de la consommation à outrance et qui finalement nie, on est dans une certaine forme de nihilisme, un peu soit de l'histoire Mhm. ou de révisionnisme de l'histoire, dans des discussions que j'appelle moi des discussions de comptoir, et qui au final font du mal à notre République. République, ouais. Donc si on ne fait pas des efforts concrets, à la fois dans l'éducation, la formation, la prise en considération des différentes communautés, je dis pas culturelles, mais des communautés, des origines, dans notamment des postes à responsabilité, Mhm. parce que c'est ce qu'il faut, c'est l'espoir. Oui, C'est-à-dire quand vous avez complètement. il n'y a pas d'espoir, ça sert à rien de faire des études, on s'en sortira jamais, mais vous comprenez, etc. Je pense que c'est au gouvernement de montrer l'exemple. Et ensuite, les entreprises suivront derrière, et puis bah, on aura effectivement un pays où la méritocratie a toutes ses chances, où la Mhm. méritocratie gagne sur les autres considérations qui sont des considérations communautaires. Oui, et basé sur la Et, victimisation. et basées effectivement sur la victimisation, voilà, qui quelquefois se fondent sur des bases qui sont fausses, quoi. Oui. Donc voilà, donc c'est un peu ça, et si s'il n'y a pas s'il n'y a pas une prise de conscience, me semble-t-il, importante de la part du politique, mais quand Mhm. je dis du politique, c'est avec un P majuscule, Oui, en définitive, on soit de droite, de gauche ou de ce qu'on veut. Si on ne fait pas ce constat qui est un constat partagé, alors on se déchirera encore sur des considérations, sur des bassesses oui, intellectuelles, sur du clientélisme, et puis c'est notre pays qui, en définitive, sera durablement fracturé. totalement. Il n'y a rien à rajouter à ça. Bon, bah c'est super. Je suis ravie de cette conversation Merci. avec vous, Driss et Youssef. On a parlé de l'Institut Léonard de Vinci. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Je vais mettre le site de l'Institut pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et c'est assez passionnant. Je vous dis à très bientôt sur La Ruche Média. À très bientôt. Merci beaucoup.